Notre histoire nous emmène au secteur 4 de la prison de Naraïra, où les détenus sont dans la salle à manger, et honnêtement, la nourriture a l'air assez correcte, avec du riz, des légumes et une sorte de viande. Notre protagoniste prend son plateau et s'assoit seul à l'une des tables. Pendant ce temps, un des prisonniers se sert un peu plus de nourriture, mais le jeune homme n'était pas d'humeur à manger. Il observait tout attentivement. Soudain, un des détenus le fixe et lui demande pourquoi il le regarde ainsi. Juste après, son pote tatoué l'encourage, essayant de le pousser à faire quelque chose. Le grand gars est confus par le manque de réaction du nouveau. Agacé, l'autre homme crache près de notre protagoniste pour l'intimider. Il dit ensuite au jeune de tout manger, sinon il sait ce qui va arriver. Le duo de brutes lui demande pourquoi il a l'air si triste et s'il a des bonnes manières. C'est alors qu'il le traite de meurtrier, et les yeux de notre héros se remplissent de rage. Il se souvient qu'il va se venger de tous ceux qui l'ont accusé à tort et écrase le pied du gars. Se précipitant en avant, il crie qu'il va leur faire tous ressentir la même souffrance qu'il a endurée, et avec un regard furieux, il est prêt à finir ceux qui l'ont provoqué. La bande est complètement figée, stupéfaite par l'attitude du novice. D'un mouvement rapide, notre protagoniste se jette en avant, en utilisant ses baguettes comme une arme. À cause de cela, beaucoup de liquide rouge s'envole partout dans la salle à manger. Il touche directement le visage du gars, qui rougit de douleur. L'histoire nous ramène alors à 2 semaines avant tout cela. La scène change pour une table dans un bar, couverte de boissons et de nourriture. Notre protagoniste est assis sur un canapé, avec une expression très sérieuse. Il regarde une fille nommée Mio Kurosawa, planifiant de lui avouer ses sentiments. La jeune femme dit qu'elle doit aller aux toilettes et part avec une amie. Pendant ce temps, le garçon la regarde s'éloigner. Il prend une profonde inspiration et, avec un sourire confiant, décide que c'est aujourd'hui le jour. Alors, il se lève et se dirige dans la même direction que la fille est partie. Arrivé dans le couloir, il la trouve et l'appelle pour discuter. Le jeune homme dit qu'il doit lui dire quelque chose d'important, et elle questionne son ton sérieux. Il rassemble son courage et finit par avouer, demander à la fille d'être sa petite amie. La jeune femme le rejette poliment, disant qu'elle ne veut pas de petite amie pour le moment. Notre protagoniste est choqué alors qu'elle s'éloigne sans lui jeter un second regard. Il est figé sur place, incapable de croire ce qui vient de se passer. De retour à la table, il décharge sa frustration en écrasant une canette de boisson. Le gars commence à boire sans arrêt pour noyer sa tristesse face au refus. En enchaînant les canettes, il essaie d'oublier la rebuffade qu'il vient de subir. Sur ce, il claque une autre canette vide sur la table, perdant déjà conscience. Grâce à l'alcool, il sombre complètement, la tête posée sur la table. Totalement saoul, il n'a aucune idée de ce qui se passe autour de lui. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve seul dans une pièce sombre et se demande où sont passés les autres. Alors, le jeune homme se lève et va vers la porte pour voir ce qui se passe. Dehors, il est accueilli par des policiers sur une scène de crime. Un flic le saisit et l'accuse du meurtre de la fille Mio Kurosawa. Notre protagoniste crie que c'est impossible et tente de se libérer des gardes. Désespéré, il s'accroche au ruban de police. Ne comprenant pas l'accusation, le garçon est complètement abasourdi par la situation, n'y comprenant rien. Sous ses yeux, il voit le corps de la fille qu'il aimait gisant au sol. La scène passe au tribunal, où le juge le condamne à 30 ans de prison. Les parents de la fille sont outrés, criant qu'il aurait dû recevoir la peine maximale. Le monde de notre protagoniste s'effondre et il se demande comment tout cela a pu arriver. Il se souvient du sourire de Mio et se demande si tout cela n'est qu'un cauchemar. Les larmes aux yeux, le jeune homme jure qu'il n'a pas commis ce crime. Son père se lève au tribunal et défend l'innocence de son fils de toutes ses forces. En réponse, la famille de la victime l'accuse de chercher encore des excuses pour ce qu'il a fait. Immédiatement après, les proches de la fille s'en prennent au père du garçon. Ils le font tomber au sol et notre protagoniste hurle désespérément pour son père. Retenu par d'autres, il les supplie d'arrêter de faire du mal à son vieux père. Malgré les coups, le père promet qu'il prouvera l'innocence de son fils. La scène change, montrant l'extérieur d'un bâtiment qui ressemble à une prison. De retour dans le présent, il est fixé du regard par les autres détenus de sa cellule. Alors qu'il entre dans la cellule, les autres prisonniers le regardent avec méfiance. Tenant ses affaires, l'un des détenus lui demande quel est son crime. Le gars au tatouage s'approche pour l'intimider, mais il reste sans voix. Sur ce, un autre prisonnier le frappe par derrière et lui ordonne de répondre. À terre, il pleure en disant qu'il n'a rien fait et qu'il a été piégé. Le grand gars l'appelle d'un air peu amical. Notre protagoniste obéit et se tient devant le chef de la cellule. Sans avertissement, le détenu lui assène un coup de pied puissant dans le ventre. L'impact le fait voler en arrière et il heurte durement le sol de la cellule.
Le brimadeur le soulève et lui demande s'il est le meurtrier des infos. Même en niant l'accusation, il se fait de nouveau tabasser par les autres détenus. Le chef dit qu'il ne supporte pas les gens comme lui et le défie de se défendre. Voyant son manque de réaction, il ordonne à ses hommes d'attacher le nouveau venu. Notre protagoniste tente de se libérer, mais les autres sont plus forts. Peu après, ses mains sont solidement attachées pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Un des brutes lui crie dessus, lui demandant s'il pense toujours pouvoir résister. Sur ce, il lui assène un coup de poing de toutes ses forces en plein ventre. Le coup est si puissant qu'il fait cracher beaucoup de sang au gars. Les mains liées, il ne peut pas se défendre et devient un sac de frappe humain. Face à la situation, le jeune homme est tout battu, sans force pour se défendre. Le chef de cellule le saisit par les cheveux et le regarde avec un air de mépris. Il le menace alors, disant que s'il dit quoi que ce soit aux gardes, ce sera pire. Notre protagoniste mémorise le visage de l'agresseur avec un regard de pure haine. Le lendemain, un garde l'appelle pour discuter dans le couloir de la prison. L'officier révèle une terrible nouvelle, ses parents sont décédés dans un accident. Tojo est en complet choc et le garde demande s'il a d'autres membres de la famille. Voyant que le jeune homme ne répond pas, l'officier insiste sur la question concernant sa famille. Les larmes aux yeux, notre héros répond qu'il n'a plus personne au monde. Le garde dit qu'il s'en moque et le renvoie sans la moindre compassion. Juste après, les officiers s'éloignent pour manger, laissant Tojo là, seul. De retour à la cantine, notre protagoniste saisit son plateau avec le repas du jour. Le regard complètement vide, il s'assoit à la table sans envie de manger. En même temps, un des harceleurs qui le dérange prend aussi sa nourriture. Tojo observe tout ça de loin, avec une expression sérieuse et réfléchie. De là, le gars s'approche et commence immédiatement à crier sur notre héros. Son partenaire tatoué regarde la scène avec un petit sourire en coin. La bande continue de fixer le nouveau, attendant une réaction. Sur ce, son ami crache juste à côté du plateau pour le provoquer encore plus. Il menace alors le gars en lui ordonnant de tout manger sans se plaindre. La paire d'idiots demande pourquoi il a cette mine longue et s'il a des bonnes manières. C'est là qu'il touche vraiment un point sensible en le traitant de meurtrier, ce qui le fait perdre le contrôle. La scène où la fille le rejette revient en mémoire à notre protagoniste. Pour aggraver les choses, l'un des gars jette des déchets sur son riz. Il se souvient aussi de la promesse de son père qui a pris une sévère raclée pour le défendre. Avec tous ces souvenirs, l'expression de Tojo change complètement pour une expression de haine. Il se rappelle quand il a été battu et humilié par les mêmes types dans la cellule. À ce moment-là, il se demande pourquoi il doit tant souffrir et se rend compte qu'il n'a plus rien à perdre. Dès lors, il serre fermement ses baguettes, pensant que personne ne s'en soucierait s'il passait à l'acte. Le mot meurtrier résonne dans son esprit, accompagné du sourire moqueur de l'intimidateur. Mais notre protagoniste décide qu'il ne peut pas encore abandonner. Il a des comptes à régler. Sur ce, il écrase de toutes ses forces le pied de l'homme et jure de se venger de ceux qui l'ont piégé. Immédiatement après, il se précipite en avant, criant qu'il leur fera tous ressentir ce qu'il a ressenti. Et avec un regard complètement déchaîné, il est prêt à tout détruire. La bande est complètement figée, stupéfaite par ce changement soudain d'attitude du débutant. D'un mouvement rapide, Tojo se lance en avant, utilisant les baguettes comme s'il s'agissait d'une arme. À cause de cela, beaucoup de liquide rouge vole partout au milieu de la cantine. Il touche directement le visage de l'homme, qui se tord de douleur à cause de l'attaque. Le tyran hurle désespérément de douleur en essayant de couvrir la blessure. Son partenaire est sous le choc et crie pour son patron, qui est au sol. Sans perdre une seconde, Tojo se tourne vers les autres et leur dit de crever. Les autres détenus sont furieux et crient après Tojo pour avoir attaqué leur patron. Mais notre protagoniste ne recule pas, il serre les dents, prêt à affronter ce qui vient. Un des voyous est visiblement effrayé par le changement d'attitude du nouveau. Avant que l'autre ait pu réfléchir, Tojo fonce en avant à une vitesse folle. Il assène un coup dévastateur en plein milieu du visage de l'autre prisonnier. Avec un regard de pure fureur, il pense que, puisqu'il va bientôt crever de toute façon, il entraîne tous ces salauds avec lui. Le coup est tellement brutal que le gars est assommé sur le coup et s'effondre sur le sol, sans réaction. À cause de cela, le corps du tyran est projeté en arrière par la force de l'impact. Sans lui laisser le temps de respirer, notre héros passe déjà à la cible suivante. Le gars reçoit une raclée sévère et ne peut même pas lever le bras pour se défendre. En même temps, un autre détenu court pour essayer de le stopper par derrière. Le gars lui assène un coup de poing dans le dos, mais Tojo ne semble même pas ressentir le coup. Le détenu est agacé par la résistance du novice, qui continue simplement de se battre. Notre protagoniste se retourne avec un regard dément, et le gars se demande s'il a perdu la raison. Au milieu du chaos, les gardiens arrivent dans la salle à manger et lui crient d'arrêter.
Alors, un des officiers le saisit par derrière pour essayer de le maîtriser. L'officier le frappe et se plaint de lui causer des ennuis. Mais Tojo ne semble même pas ressentir le coup et fixe le garde d'un regard terrifiant. Effrayé, l'officier leur dit d'emmener le blessé à l'infirmerie avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, notre protagoniste crie de rage pure face à toute la situation. Il se libère et assène un puissant coup de pied tournant au garde qui le tient. À cause de cela, l'officier est complètement sonné par la force de l'attaque. Immédiatement après, Tojo s'enfuit et le garde crie, pensant qu'il va se jeter contre le mur. Plusieurs autres détenus et officiers se joignent pour essayer de retenir le gars. De là, ils le saisissent fermement, tandis qu'il lutte pour se libérer. Même tenu, il continue de crier et de se battre de toutes ses forces. La scène passe à l'infirmerie, où l'on voit un sac de perfusion suspendu. Notre protagoniste est allongé et semble avoir perdu la volonté de vivre. Le médecin explique au garde qu'il sera en danger s'il continue à refuser de manger. Pendant ce temps, un vieux concierge entre dans la salle de l'infirmerie pour nettoyer. Avec un balai en main, il commence à balayer calmement le sol de l'endroit. Soudain, le vieil homme s'arrête et dit au jeune homme de ne pas jeter sa vie par la fenêtre. Notre protagoniste entend le conseil mais reste allongé sans aucune expression. Le vieil homme demande qui nettoiera le nom de ses parents s'il meurt maintenant. En entendant cela, les yeux de Tojo s'écarquillent et il devient alerte. Alors, il se redresse dans le lit et demande ce que vient de dire le vieil homme. Le vieil homme lui demande alors s'il s'est déjà arrêté pour penser que l'accident pourrait ne pas avoir été réel. Tojo est encore plus choqué et demande ce qu'il essaie de sous-entendre. Avec un air sérieux, le vieil homme déclare que les parents de notre héros ont été assassinés. À partir de là, le jeune homme le saisit par le col et exige de savoir comment il peut le savoir. Le vieil homme le calme et lui demande directement s'il l'a vraiment fait avec cette fille. Notre protagoniste le regarde dans les yeux et nie l'accusation avec une certitude absolue. À cela, le vieil homme conclut que ses parents ont été éliminés pour avoir trouvé des preuves. Tojo se rappelle qu'il a toujours trouvé tout cela très étrange, depuis le début de l'affaire. Il se demande qui aurait le culot de faire cela et quel pourrait être le mobile. Avec cela, des larmes de pure rage coulent sur son visage, tandis qu'il serre les dents. Tojo hurle que le vieil homme a raison et qu'il ne peut pas se retirer tant qu'il n'a pas vengé ses parents. Tsuchiya esquisse un petit sourire satisfait devant la nouvelle détermination du jeune homme, mais il avertit que, dans son état actuel, Tojo ne pourra rien faire et que Guriki veut l'achever. Compte tenu de cela, le vieil homme dit qu'il y a heureusement un moyen de survivre. Il affiche un large sourire et fait l'éloge du courage de notre protagoniste, disant qu'il l'aime bien. À partir de là, Tsuchiya propose de l'aider s'il survit, et le jeune homme ne comprend pas. Le vieil homme révèle avec un regard sinistre que son aide consiste à s'évader de prison. Soudain, l'expression du vieil homme change quand il entend un bruit à l'extérieur. Avant de partir, il tend un livre à Tojo et dit qu'il sera très utile à l'avenir. Notre protagoniste prend le livre et regarde le vieil homme s'éloigner dans le couloir. La couverture du livre traite de l'anatomie humaine et de ses points faibles principaux. Le gars demande qui il est vraiment, et le vieil homme se présente comme Tsuchiya. Mais il ajoute que le jeune homme peut simplement l'appeler le concierge. Soudain, un garde fait irruption par la porte de l'infirmerie et entre dans la pièce. Il crie sur notre protagoniste parce qu'il est tranquillement en train de lire un livre. L'officier se plaint que le désordre qu'il a causé est devenu un cauchemar pour tout le monde. Sur ce, il l'envoie en isolement pour un mois afin qu'il se calme. Alors, le garde le jette brutalement dans la cellule sombre, sans aucune pitié, la porte en métal se referme et notre héros se retrouve seul dans l'obscurité totale. À l'intérieur, il tient le livre et pense qu'il ne veut plus miser sur ses chances. En regardant le livre d'anatomie, il trouve un nouveau but dans la vie. Maintenant, avec un regard déterminé, il jure de se venger. 15 jours passent et enfin la porte du confinement solitaire s'ouvre. Le même garde ouvre la cellule et crie pour qu'il sorte s'il est encore en vie. Mais en regardant à l'intérieur, l'officier est complètement choqué par la scène. Notre protagoniste émerge de l'obscurité avec une silhouette complètement différente. Son corps est bien plus fort et défini après le temps passé là-dedans. Le gardien demande ce qu'il a fait et le gars répond que ce n'était pas grand-chose. Avec un sourire sinistre, il dit qu'il réfléchissait simplement à ses péchés. La scène change pour la cour de la prison où les détenus font des travaux manuels. Notre protagoniste marche avec une nouvelle allure confiante à travers la zone. Un des brutes qui le tourmentait auparavant le repère de loin et est surpris. Immédiatement, le gars appelle ses amis et leur dit que Tojo est dans la place. Alors un groupe de détenus entoure le gars et le menace, disant qu'il est foutu. Mais notre héros ne semble pas du tout intimidé
et les affronte tous avec un sourire. Soudain, Guriki, le chef de gang, apparaît et dit qu'il est sorti de l'hôpital rien que pour lui. La bande montre la cicatrice sur son visage et jure qu'elle aura sa vengeance. Sans perdre plus de temps, il ordonne à ses voyous d'attaquer notre protagoniste. Sur ce, toute la bande se rue d'un coup pour faire tomber le gars. Tojo cependant reste calme et analyse chaque mouvement de son adversaire. Avec une agilité impressionnante, il évite et attaque chacun de leurs points faibles. Guriki est choqué de voir ses hommes se faire battre et leur hurle de ne pas plaisanter. Les dents serrées, notre protagoniste est concentré pour tout les mettre à terre. Même encerclé, notre protagoniste explose de rage et déchaîne toute sa haine. D'un pas rapide, il esquive les attaques et se prépare à une contre-attaque. Sur ce, il assène un coup de poing puissant qui envoie l'un des voyous valser. Guriki s'énerve en voyant la scène et crie sur notre héros avant d'attaquer. Les deux échangent des coups brutaux sur le toit du bâtiment dans un combat à mort. Notre protagoniste crie qu'il va le finir, montrant toute sa rage. De là, il attrape Guriki et le jette du haut du bâtiment. Le boss hurle de désespoir en tombant vers la cour de la prison. Au-dessus, ses hommes regardent tout se passer et crient le nom de leur chef en panique. Ainsi, Guriki s'écrase au sol à cause de l'impact violent de la chute. Mais notre héros ne s'arrête pas et continue de le tabasser, même si le gars est déjà vaincu. Dans son esprit, il se souvient de ceux qui l'ont tourmenté et piégé. Face à cela, il jure de tous les écraser avec un regard de pure haine. À ce moment-là, les gardes arrivent enfin en courant pour tenter d'arrêter le combat. L'un des officiers crie désespérément à Tojo d'arrêter cela immédiatement. Le garde avertit que s'il s'en prend à Guriki, il écopera de la peine maximale. Notre protagoniste pense que c'est vrai et qu'il ne peut pas partir sans sa vengeance. Sur ce, il serre les dents et se retient de faire une grosse erreur. Il se lève ensuite et hurle de rage, tandis que les autres le prennent pour un fou. À cause de cela, sa peine est augmentée de 20 ans, et maintenant tout le monde en prison le craint. Un peu plus tard, nous voyons Tojo à l'infirmerie, en convalescence et lisant un livre. Un garde l'informe que Guriki a été transféré et est maintenant en fauteuil roulant à vie. L'officier demande si ses blessures sont guéries et dit qu'il va retourner dans sa cellule. Notre protagoniste se rend compte que personne ne veut s'en prendre à un gars qui n'a pas peur de la faim. Alors, il quitte l'infirmerie et marche calmement dans le couloir. Soudain, Tsuchiya, le vieil homme, apparaît en disant qu'ils se sont rencontrés à nouveau. Tojo rappelle la promesse et demande au vieil homme de lui apprendre comment s'échapper de cet endroit. Le vieil homme laisse échapper un petit rire et semble très satisfait de l'attitude de notre héros. Tsuchiya dit que s'il crée une opportunité, il l'aidera à s'échapper, et Tojo demande ce qu'il faut faire. Avec un sourire sinistre, le vieil homme semble avoir tout le plan déjà en tête. Le vieil homme révèle que le plan est de provoquer un énorme tumulte à l'intérieur de la prison. Tojo demande ce qui vient ensuite et se demande s'il peut vraiment faire confiance au vieil homme. Tsuchiya explique que la grille d'égout dans la cuisine est desserrée depuis longtemps. Il dit même à notre héros d'aller vérifier s'il ne le croit pas, mais le gars dit qu'il n'en a pas besoin et qu'il fera tout pour sortir de là. Avec un regard déterminé, il dit au vieux qu'il peut tout lui laisser. Peu après, un garde le ramène dans sa cellule au bout du couloir. En entrant, les anciens hommes de main de Guriki ont peur de sa présence. Le gardien ferme la cellule et notre protagoniste se retrouve seul avec les détenus. Sans perdre de temps, il défie quiconque veut venger son ancien chef. Les gars paniquent et disent que c'était un malentendu et qu'ils détestaient Guriki. Ils changent de camp et le remercient d'avoir éliminé le tyran de la cellule. Sur ce, ils le proclament tous nouveau chef et jurent une obéissance totale. Notre protagoniste accepte sa nouvelle position avec un regard froid et calculateur. La scène change, et maintenant dans la salle à manger, il mange pendant que les autres le servent. Ses nouveaux partisans mettent même la meilleure partie de la nourriture dans son plateau, ils le traitent comme un roi et l'appellent chef avec un sourire sur le visage. Un autre détenu s'approche et offre aussi son assiette au nouveau leader. Notre protagoniste se sent un peu mal à l'aise et dit qu'il ne peut pas manger autant. Pendant ce temps, à une autre table, des prisonniers parlent de la raclée que Guriki a prise. Une bande nommée Yumi-san se plaint que le nouveau n'est pas encore venu rendre ses respects. Son sbire le calme en disant qu'il va amener le gars de leur côté. Yumi-san sourit légèrement à l'idée de prendre le contrôle de tout le secteur. Alors le subordonné se lève et frappe du poing sur la table pour intimider. Il s'approche de la table et demande si le gars est le Tojo dont tout le monde parle. Le gars se présente comme l'homme de Yumi-san et remet en question son manque de respect. Notre protagoniste ne bronche même pas et demande s'il y a un problème avec ça. Ses nouveaux disciples ont peur et chuchotent que Yumi-san est très dangereux. Tojo regarde le gros gars de loin, comprenant déjà toute la situation. Yumi-san dit à un autre sbire d'apprendre les bonnes manières à ce rookie insolent. Le bras droit s'agace et frappe la table,
criant que le nouveau devient trop prétentieux. Mais notre protagoniste n'attend même pas et assène un coup de poing solide directement au visage de l'idiot. D'un regard froid, il montre qu'il ne plaisante avec personne ici. Yumi-san est furieux de voir son homme se faire aussi violemment tabasser. Les nouveaux disciples de notre héros restent bouche bée devant la scène. Le type vole en arrière, casse une table et appelle à l'aide de son boss. Face à cela, Yumi-san se lève, furieux, et jure contre notre protagoniste. Notre héros reste immobile, tandis que la bande s'approche pour un affrontement. Tout le monde dans la salle commune est sous le choc et recule, craignant la bagarre. Le regard de terreur sur le visage des détenus montre que les choses viennent de devenir sérieuses. Personne là-bas ne s'attendait à ce que le nouveau soit assez fou pour défier le chef. Même au sol, le gorille jure qu'il finira Tojo, qui s'en fiche complètement. De là, les deux se tiennent face à face, et la différence de taille est évidente. Le grand dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant que notre héros. Avec un sourire en coin, Tojo répond qu'il en regarde un en ce moment même. Soudain, un des gardes apparaît et crie à tout le monde de retourner manger. Yumi-san grogne et prévient avec un regard furieux que notre héros regrettera ça. Il dit qu'il réglera ça pendant la pause de demain et part avec sa bande. Pendant ce temps, le gorille qui s'est fait battre reste au sol, pleurant pour son chef. Un des nouveaux adeptes panique et prévient que leur gang viendra en force demain. Notre protagoniste les traite de lâches et dit qu'ils doivent juste tous les finir d'un coup. Ses nouveaux compagnons sont complètement choqués par son attitude sans peur. Face à cela, l'un des gars prend son courage à deux mains et s'agenouille devant le nouveau chef. Il s'excuse d'avoir eu peur et dit que, puisque c'en est arrivé là, le gars crie qu'il combattra de toutes ses forces demain et les autres acquiescent. Notre héros regarde ses nouveaux adeptes se remplir de courage pour le grand combat. La scène change vers la cellule pendant la nuit, avec tous les détenus dormant paisiblement. Mais Tojo se lève silencieusement et attrape un drap d'un des lits superposés. De là, il commence à tordre le tissu de toutes ses forces. Avec un regard déterminé, il transforme le drap en une arme pour ce qui va arriver. Le lendemain, pendant la pause, les détenus sont dans la cour pour leur temps libre. En même temps, deux gardiens patrouillent dans la zone, mais ne semblent pas très préoccupés. Soudain, l'un des prisonniers appelle un officier pour lui proposer des cigarettes de haute qualité. Sur ce, l'officier accepte l'offre et s'écarte avec son partenaire dans un coin. De là, Yumi-san et sa bande attendaient déjà notre héros pour régler leur compte. Alors, les autres détenus se rassemblent autour pour assister au grand affrontement. Face à la situation, un des acolytes crie et avertit notre protagoniste qu'ils sont arrivés. Notre héros affiche un sourire confiant, car tout se déroule selon son plan. Il fait face à la bande rivale et leur crie de montrer toute leur détermination. À cause de cela, les hommes de main de Yumi-san se précipitent vers le petit groupe de Tojo. Le chaos commence et une rixe générale envahit toute la cour de la prison. Dès le départ, un des hommes de Yumi-san prend une raclée sérieuse et est assommé d'un coup de poing. Le combat devient de plus en plus intense et notre protagoniste montre toute sa force. Yumi-san est furieux de la scène et se jette également dans la mêlée. À distance, le gardien remarque la bagarre et court vers eux, criant qu'une autre bagarre a commencé. Le combat devient violent et le gars assène un coup de poing solidement en plein milieu du visage d'un ennemi. Témoins de la scène, les gardiens interviennent avec leurs bâtons pour essayer d'arrêter le chaos. Utilisant son arme improvisée, notre protagoniste porte un coup critique dans le dos d'un rival. Yumi-san s'énerve en voyant ses hommes se faire battre et serre les dents de pure rage. Un des détenus attrape le bras d'un gardien, l'empêchant d'utiliser son bâton. À cause de cela, l'officier crie que c'est une infraction et appelle des renforts à la radio. La cour se transforme en champ de bataille, avec des corps au sol et beaucoup de liquide rouge partout. Mais au milieu de la bagarre, Yumi-san se rend compte que quelque chose de très étrange se passe. Il réalise que celui qui a tout déclenché a tout simplement disparu de la surface. Pendant ce temps, notre héros a profité de la distraction pour entrer dans un des bâtiments. À l'intérieur, Tsuchiya le félicite et dit qu'ils doivent sortir de là le plus vite possible. Avec un sourire aux lèvres, le vieil homme dit au gars de le suivre pour la prochaine étape. Alors, les deux se précipitent à travers les couloirs en direction de la cuisine. Ils arrivent enfin à l'endroit exact que le vieil homme avait mentionné précédemment. Sans perdre une seconde, Tsuchiya commence à soulever la lourde grille d'égout. Avec un sourire satisfait, Tsuchiya parvient à ouvrir le passage. Notre protagoniste observe tout avec un regard froid et déterminé. De là, le vieil homme entre le premier dans le hall et attend notre héros. Le passage mène à un égout sombre à l'apparence assez dégoûtante. Sans hésiter, Tojo met le pied dans l'eau sale pour commencer sa fuite. Tsuchiya avertit que l'odeur est très mauvaise, mais qu'il faut tenir bon.
À cause de cela, le gars se bouche le nez pour éviter cette puanteur insupportable. Il rampe à travers le tunnel sale tandis que des rats courent partout. Les égouts sont infestés de rongeurs nageant dans l'eau pourrie et sale. Au bout d'un moment, le vieil homme annonce qu'ils ont enfin atteint leur destination. Au bout du tunnel, une énorme grille en métal bloque le chemin vers la liberté. Face à cela, notre protagoniste demande ce qu'ils vont faire pour sortir. Le vieil homme le calme et dit qu'il a déjà tout arrangé, car il est déjà venu ici auparavant. Il explique qu'il a préparé l'endroit pour qu'une des barres puisse être retirée. Avec ça, Tsuchiya dit au gars de pousser fort pour qu'il puisse passer. Alors notre protagoniste obéit et pousse la barre de fer de toutes ses forces. À cause de cela, la porte cède enfin et le chemin est dégagé pour l'évasion du duo. Mais quand il se retourne pour partir, le vieil homme le poignarde sans pitié dans le dos. Le vieil homme traître frappe notre héros directement dans la poitrine avec une lame aiguisée. D'un air sinistre, il dit que la mission du gars s'arrête ici et qu'il va l'éliminer. Face à cela, notre protagoniste tombe au sol, sans force, pour réagir à l'attaque surprise. Le vieil homme traître se retourne et commence à s'éloigner, pensant avoir gagné. Mais avant qu'il ne s'enfuit, notre héros attrape sa cheville pour l'empêcher de fuir. Tsuchiya est choqué et se retourne pour voir que le jeune homme a déjà un couteau sous sa gorge. Notre protagoniste dit que le vieux lui a toujours conseillé de se méfier de tout. À cause de cela, il a caché le livre d'anatomie dans sa poitrine, ce qui l'a sauvé de la blessure par poignard. La lame s'est coincée dans les pages du livre que le vieil homme lui avait lui-même donné. Le vieil homme se tend, et Tojo crie qu'il a appris à ne plus faire confiance à personne. Tsuchiya ricane et demande si le jeune homme va le défier avec les méthodes qu'il lui a enseignées. Sans hésiter, notre protagoniste fonce avec la lame pour achever le traître. Notre protagoniste tient la lame qu'il a prise au vieil homme. Avec un regard de pure rage, Tsuchiya jette alors son couteau et dit qu'il n'a qu'une seule chance de gagner le combat. Les dents serrées, le gars se prépare pour le combat qui décidera de son avenir. Alors, il lance dans le visage du vieil homme la serviette pleine de chaux qu'il portait. Grâce à cela, il profite de la distraction et assène un coup de poing solide au traître. Le vieil homme tombe au sol, hurlant de douleur, incapable de voir correctement. Il demande désespérément ce que c'est et réalise qu'il a été frappé avec de la chaux. Notre héros révèle qu'il savait déjà tout parce qu'un gars a dénoncé le plan du vieil homme. Furieux, Tsuchiya se relève et jure qu'il fera tomber notre protagoniste avec lui. Mais le gars lui montre la fiole d'acide que le vieil homme cherchait à utiliser contre lui. Le vieil homme se souvient avoir caché l'arme, mais notre héros était plus malin que lui. Le regard de pure haine sur le visage de Tsuchiya montre qu'il a été surpassé. Il fonce de toutes ses forces et demande au jeune homme s'il pense vraiment pouvoir le battre. Sans lui laisser le temps de réagir, notre protagoniste porte un coup brutal au traître. Avec ça, il termine par un coup de pied puissant qui envoie le vieil homme voler. Au sol, le vieil homme admet qu'il a été naïf et que notre héros avait raison. Notre protagoniste répond qu'il ne fera plus jamais l'erreur de faire confiance à quelqu'un. Le traître déplore d'avoir été vaincu par un débutant comme lui. Sans pitié, notre héros achève le traître d'un coup précis à la gorge. Immédiatement après, il verse le liquide mystérieux sur le corps du vieux. Avec un regard froid, il remercie le traître de l'avoir rendu plus fort. Cela fait, il quitte enfin les égouts et reprend sa route vers la liberté. Dehors, il voit la lumière du jour et la ville au loin pour la première fois. L'homme prend une profonde inspiration et savoure l'odeur tant attendue de la liberté. De là, il sort la viande qu'il utilisait comme nourriture et appât pendant sa fuite. Avec cela, il jette tout à l'eau car il n'en aura plus besoin. Maintenant plus fort, il jure que sa vengeance ne fait que commencer. La scène change pour un restaurant où des policiers mangent. Un des officiers se plaint qu'ils n'ont toujours pas attrapé le prisonnier évadé. Le propriétaire de l'endroit demande alors s'il n'y avait pas deux fugitifs qui se sont enfuis. L'officier explique qu'ils ont trouvé le corps du jeune homme, mais que le vieil homme a disparu. Notre protagoniste, déguisé, entend tout avec un léger sourire sur le visage. Il se souvient avoir pris la carte d'identité sur l'uniforme du vieil homme avant de s'échapper. Avec cela, il a versé l'acide sur le corps du traître et a placé la carte d'identité dessus. À partir de là, la police a supposé que le corps brûlé était celui de notre héros. Le propriétaire du restaurant déplore la mort tragique du gars, ignorant la vérité. Mais l'un des officiers dit qu'il l'a mérité, car il a commis un crime terrible. Pendant ce temps, notre protagoniste mange paisiblement, faisant semblant de ne pas entendre la conversation. L'officier plus âgé révèle que les parents du jeune homme ont volé le rapport d'autopsie. En entendant cela, l'expression de Tojo change complètement et il devient vigilant. Il réalise que ses parents ont été éliminés à cause de ce rapport. Alors, il se lève de la table
déterminé à trouver ce document. Soudain, l'officier plus âgé l'appelle pour discuter avant qu'il ne parte. Notre protagoniste se retourne et fait face à l'officier sans montrer de réaction. Le garde le prévient d'être prudent, car un fugitif dangereux est en fuite. Notre protagoniste répond au garde qu'il a reçu le message avec un air sérieux. La scène nous montre ensuite un serveur marchant dans la rue en sifflotant calmement. Mais notre héros l'observait de loin, suivant chacun de ses pas sur le trottoir. Le gars entre dans une ruelle sombre et se demande ce qu'il va manger en rentrant chez lui. Soudain, Tojo apparaît derrière lui et le menace avec un couteau sous la gorge. Le gars panique et dit qu'il n'a pas d'argent car il n'est qu'un employé. Notre protagoniste, lui, ordonne de se taire et de répondre honnêtement à ses questions. Sur ce, il l'interroge sur qui lui a donné l'ordre d'accuser faussement Gaku Tojo dans le passé. À partir de là, Tojo est surpris par la réponse et demande ce qu'il entend par « toi aussi ». Le gars le menace, disant qu'il va se faire mal comme son ami Yuji Suzuki. En entendant cela, Tojo se souvient de son partenaire et est choqué par la nouvelle. Dans un accès de rage pure, notre protagoniste enfonce profondément la lame dans la jambe du traître. Le gars tombe au sol, hurlant de douleur, tandis que Tojo exige de savoir qui a blessé Yuji. Désespéré, l'homme le regarde et demande s'il est le vrai Tojo. Notre héros le met sous pression et exige de savoir qui l'a piégé et qui a blessé son ami. Le gars refuse de parler et dit que le cerveau est trop puissant pour lui. À bout de patience, notre protagoniste lui assène un autre coup solide au visage. Le couteau sur la gorge y donne au gars une dernière chance de parler. Effrayé, le gars révèle qu'une femme nommée Rei Amano l'a payé et menacé. Notre héros s'énerve en entendant ce nom et se demande si c'est vraiment Rei Amano. Le gars explique qu'elle était la meilleure amie de Mayo et traînait avec la mauvaise compagnie. Les yeux rouges de haine, il hurle en exigeant l'emplacement de la femme. Le gars lui dit qu'elle travaille au nightclub Grandia et devrait être là maintenant. Notre protagoniste se tourne pour partir et l'homme le supplie de ne pas partir. Il implore de ne pas s'en aller et dit qu'il coopérera à tout ce qu'on lui demande. Mais notre héros ne l'écoute pas et lui bâillonne la bouche pour le faire taire. Avec un regard glacial, il dit qu'il ne l'emmènera pas maintenant et lui ordonne d'attendre. Sans hésiter, le gars le frappe violemment et le lance dans un puits. D'en haut, il avertit que si quelque chose tourne mal, il mourra de faim là-dedans. De là, notre protagoniste s'éloigne, laissant le traître derrière lui dans l'obscurité. L'homme est désespéré au fond du puits, sans aucun moyen de s'échapper. La scène change pour une maison isolée au milieu de nulle part, de nuit. Là, notre protagoniste observe son ami Yuji, tout meurtri. Yuji boit et se lamente de ne pas avoir pu venger son ami et est complètement démoli. Notre héros regarde tout ça de loin, avec un regard sérieux et déterminé. Il se souvient alors du temps où Yuji le défendait des brutes durant leur enfance. Dans ce souvenir, son ami promet que plus personne ne s'en prendra jamais à lui. De retour au présent, Yuji jure qu'il prouvera l'innocence de son ami. Sur ce, le gars s'évanouit d'épuisement, et à cause de toutes ses blessures, Tojo décide qu'il ne peut plus l'impliquer et qu'il va tout gérer lui-même. De là, il se rend au nightclub Grandia pour trouver cette Rei Amano. Devant l'endroit, il voit un brute sortir avec la femme qu'il cherchait. La jeune femme dit au revoir au client et promet une soirée encore meilleure la prochaine fois. Après cela, elle regarde sa montre et décide qu'il est temps de rentrer chez elle. Alors qu'elle marche dans la rue, notre protagoniste commence à la suivre de près. Le couteau à la main, il se prépare à approcher la femme par derrière, dans la rue. Mais par accident, la femme lance son sac à main en arrière et le frappe en plein visage. Elle répond à son téléphone et accepte de rencontrer quelqu'un dans 15 minutes au même endroit. Notre protagoniste continue de suivre la femme de près sans être remarqué dans la foule. De là, elle entre dans un endroit appelé Net Paradis et il l'observe de l'autre côté. À l'intérieur, elle rencontre un voyou nommé Haruto Kagami et ses acolytes. Sur ce, notre héros attrape une canette de soda et réalise que c'est sa seule chance. Il entre dans la pièce et la femme se plaint du retard, pensant que c'est quelqu'un d'autre. Mais quand elle se retourne, elle est choquée et demande qui il est et comment il est entré. Notre protagoniste lève la canette et dit qu'il est juste venu livrer un soda. Alors, il offre la boisson à la femme qui tend la main pour la prendre. Au moment où elle s'apprête à la saisir, il saisit son poignet de toutes ses forces. Immédiatement après, il la tire vers lui et la menace avec un couteau contre sa gorge, lui disant de ne pas crier. Avec un regard furieux, il s'approche et demande si elle le reconnaît. La femme est terrifiée quand elle réalise que c'est Tojo et demande comment il est encore en vie. Tojo la presse et lui demande pourquoi elle l'a piégé. Mais la femme nie l'accusation. Elle explique que cela lui a coûté des millions pour le piéger et que si elle avait cet argent, elle ne serait pas ici.
Sur ce, notre protagoniste l'interroge pour découvrir qui était le véritable cerveau derrière tout ça. La femme le prévient qu'il vaut mieux qu'il ne sache pas, car ce type est intouchable, et lui dit de fuir. Mais notre héros presse le couteau contre sa nuque, lui faisant une petite entaille. Avec un regard dément, il lui donne une dernière chance de parler ou de rencontrer sa fin sur le champ. Effrayée, elle révèle finalement que le cerveau de tout cela était Koki Yoshida. Notre protagoniste est sous le choc et se demande pourquoi Koki Yoshida ferait ça. La femme indique la porte et avertit que les hommes de main de Kagami attendent dehors. Elle le supplie de partir et dit qu'elle lui a tout dit ce qu'elle savait sur l'affaire. Mais notre héros dit qu'il a déjà tout perdu et que maintenant il ne lui reste que la vengeance. La scène change pour un souvenir où les deux semblent très bien s'entendre dans le passé. De retour au présent, la femme s'accroupit et commence à écrire quelque chose sur un bout de papier. Il la plaque alors contre le mur et demande si elle est de son côté ou contre lui. Sur ce, elle lui tend le papier et promet tout expliquer plus tard, le suppliant de partir. Sur le papier, le numéro de téléphone de la femme était écrit pour qu'il puisse parler. Notre protagoniste dit qu'il appellera demain et que si elle le trahit, il ne fera preuve d'aucune pitié. En partant, il se retrouve face à face avec Kagami et ses sbires dans le couloir. Il passe devant le groupe en costume rose, essayant de ne pas attirer l'attention. Une goutte de sueur coule sur son visage, montrant la tension du moment. Pendant un instant, notre héros et le chef du gang échangent un regard très intense. Kagami le regarde s'éloigner et pense avoir déjà vu ce visage quelque part. Sur ce, un sbire lui demande au sujet de son coup, mais il invente une excuse. De retour dans sa chambre, Tojo s'allonge sur le lit et commence à penser à tout ce qui s'est passé. Il se souvient de Koki Yoshida et Mayo ensemble, ayant l'air d'un couple heureux. L'image de Mayo et Rei Amano s'amusant ensemble revient aussi dans son esprit. Le gars se souvient du jour où il a trop bu et s'est complètement évanoui à table. Dans ce souvenir, il voit Yoshida et Mayo partir main dans la main pendant qu'ils dormaient. Les larmes aux yeux, notre protagoniste se demande pourquoi elle lui a tout pris. Rempli de haine, il serre le drap et crie le nom de Yoshida dans sa tête. Le lendemain, notre protagoniste se rend à une cabine téléphonique pour passer un appel. Il prend donc rendez-vous avec la femme dans un parc la nuit pour discuter. À l'autre bout du fil, Rei Amano accepte la rencontre avec une expression sérieuse. Plus tard, on la voit dans un karaoké avec un client essayant de cacher sa tension. De là, la femme arrive à l'endroit convenu et marche seule dans le parc. Notre héros l'attendait déjà caché et se montre pour commencer la conversation. Sans tourner autour du pot, il lui fait face et demande exactement comment ses parents sont décédés. La femme révèle qu'ils ont obtenu le rapport d'autopsie et qu'ils allaient demander un nouveau procès. Mais Yoshida a eu peur et a simulé un accident pour se débarrasser des deux en même temps. Face à cela, notre protagoniste se souvient de la scène tragique et dévastée. Les larmes aux yeux, Rei Amano s'excuse pour tout ce qui lui est arrivé. Plein de rage, notre héros, lui, gifle le visage en criant de haine. Même après avoir été frappé, elle dit vouloir dire toute la vérité comme une forme de rédemption. Il la saisit et exige de savoir ce qu'il y avait dans le rapport et comment Mayo est vraiment décédé. La femme révèle qu'ils ont trouvé des traces de 3 hommes en elle, mais aucun d'eux n'était le sien. Notre protagoniste est complètement choqué par cette révélation explosive. La femme dit que Mayo a accepté de l'argent de Yoshida et est allé avec eux volontairement. Dans le flashback, Yoshida donne de l'argent liquide à Mayo et lui demande de divertir ses amis. La fille, avec un regard séducteur, demande quel genre de divertissement il avait en tête. En pleurant, Rei révèle qu'ils l'ont forcée à prendre des substances et elle n'a pas pu supporter. La scène montre l'un des gars offrant à la fille une poudre étrange à la fête. Sans lui laisser la chance de refuser, il force la femme à consommer cette étrange substance. À partir de là, la situation devient vraiment grave et il profite de la fille. Soudain, il réalise qu'elle ne bouge plus et il panique. L'un des gars hurle de désespoir en voyant que la femme a arrêté de respirer. Notre héros est le cœur brisé et ne peut pas croire que Mayo soit ce genre de personne. Furieux, il la saisit fermement et lui demande pourquoi ils l'ont alors piégée. Elle dit que quelqu'un devait porter le blâme et qu'il était la cible parfaite pour ce coup monté. Notre protagoniste la regarde sévèrement et demande si tout cela est vrai. Rei révèle, en pleurant, qu'elle aussi a été menacée par Yoshida et qu'elle déteste cet homme. Avec un regard déterminé, notre protagoniste jure qu'il finira Yoshida. Mais la femme l'avertit que son père a engagé 8 gardes du corps pour le protéger. Elle explique qu'ils sont des professionnels d'élite et qu'ils ne pourraient jamais s'approcher de la cible. La femme essaie encore de le convaincre, disant que ses parents auraient voulu qu'il vive. Notre héros l'ignore et avertit qu'il l'épargnera pour l'instant, mais elle devrait rester en dehors de ça. De là, il lui dit de venir avec lui
et de quitter le parc sans expliquer. En chemin, il révèle qu'il ne peut pas la laisser partir tant que tout n'est pas réglé. Sur ce, le gars demande son téléphone portable et la femme le lui tend sans protester. Soudain, il la jette violemment dans le même puits où il avait laissé l'autre gars. D'en bas, elle crie qu'elle le mérite mais le supplie de ne pas perdre la vie. Avec un regard froid, il avertit que s'il crève, elle mourra de faim avec l'autre. Face à cela, la femme s'assoit au fond du puits et accepte sa punition. La scène change pour un club où Yoshida s'amuse avec plusieurs filles. Mais de loin, notre protagoniste le regarde avec un regard de pure haine et vengeance. Devant la scène, il fait face à Yoshida et ses gardes du corps, prêts à tout ce qui viendra. Yoshida appelle l'une des filles à l'accompagner aux toilettes de la boîte de nuit. La femme aime l'idée et le traite d'audacieux de vouloir faire ça ici. Alors il dit à ses gardes du corps d'attendre pendant qu'il emmène la fille. Notre protagoniste voit cela comme sa seule chance d'attaquer sans être vu. Mais un des agents de sécurité l'arrête et lui dit de rester exactement à sa place. Notre héros invente une excuse et demande s'il ne peut même pas aller aux toilettes. Le brutal le regarde un moment avec une expression très suspicieuse. Finalement, le garde le laisse passer et lui dit de faire vite. Arrivé aux toilettes, il entend des bruits étranges venir d'une cabine. Sur ce, le gars frappe à la porte pour attirer l'attention du couple à l'intérieur. Yoshida crie de l'intérieur et lui dit de ne pas interrompre pendant que notre héros se prépare. Sans perdre de temps, il défonce la porte d'un puissant coup de pied. La fille qui était avec lui est effrayée par cette invasion soudaine et inattendue. Yoshida s'énerve et demande qui diable il est et s'il veut en découdre tout de suite. Notre protagoniste avance avec un couteau en main pour enfin atteindre sa cible. La femme qui était avec lui hurle de terreur tandis que notre héros attaque sans pitié. Avec une main sur le cou, Yoshida s'énerve et demande ce qu'il croit faire. Sans lui laisser le temps de réagir, notre protagoniste assène un coup de poing solide en plein visage. Immédiatement après, il le plaque contre le mur en lui mettant un couteau sous la gorge. Après un examen plus attentif, le riche est choqué et le reconnaît comme le véritable Tojo. À ce moment-là, les gardes arrivent et Yoshida crie pour qu'ils attrapent l'intrus. Pour s'échapper, notre héros utilise les toilettes comme soutien pour sauter par-dessus le mur. D'un bond agile, il franchit la cabine et surprend les agents de sécurité. Il atterrit de l'autre côté, tandis que les brutes restent désemparés. Sans hésiter, notre protagoniste se jette contre la fenêtre et brise la vitre. Voyant sa cible s'enfuir, Yoshida offre 2 millions à qui pourra le capturer. À partir de là, les gardes de sécurité sautent par la fenêtre brisée pour commencer la poursuite. Notre protagoniste court désespérément dans les rues avec les 2 voyous à ses trousses. Les brutes lui crient de s'arrêter, mais notre héros ne leur prête aucune attention. Soudain, les gardes le perdent de vue et décident de fouiller plus loin. Caché parmi les ordures, notre protagoniste parvient à semer les agents de sécurité. Il déplore s'être fait repérer si près du but, mais maintenant son identité est révélée. Même ainsi, le gars se relève car il sait qu'il a encore une chance de se venger. La scène coupe sur une nuit devant un bâtiment luxueux en ville. Sur ce, une voiture de luxe se gare juste à l'entrée de cet endroit mystérieux. À l'intérieur, le père de Yoshida demande s'ils sont sûrs qu'il s'agissait bien de Tojo. Furieux, l'homme riche crie qu'il finira notre héros de ses propres mains. Pendant ce temps, au puits, la situation ne s'annonce pas bonne pour les prisonniers. Le type et la femme se plaignent de mourir de soif au fond du trou. Soudain, une corde est jetée, surprenant le duo traître. De là, notre protagoniste descend la corde en portant un sac de nourriture. Effrayée, la femme s'approche et demande s'il a réussi à finir Yoshida. Notre protagoniste tourne la tête et dit d'un ton de défaite qu'il a échoué. L'autre type rampe au sol et supplie pour de l'eau car il va y passer. Sur ce, notre héros jette le sac avec de l'eau et de la nourriture pour qu'il se débrouille. Désespéré, le type boit l'eau d'un trait pour étancher sa soif. Soudain, notre protagoniste se retourne avec une expression très sérieuse sur le visage. Le téléphone portable d'Amano commence à sonner, c'est Koki Yoshida qui l'appelle. Sur ce, notre héros dit au duo de se taire, sinon il les achèvera tous les deux. À l'autre bout du fil, Yoshida crie, demandant où diable Amano a bien pu être. Notre protagoniste répond au téléphone, mais ne prononce pas un seul mot. Soupçonneux, le riche comprend que Tojo est avec Amano et l'interroge à ce sujet. Faisant semblant d'être inquiet, il demande pourquoi le gars s'est enfui si rapidement et où il se trouve. À l'autre bout, Yoshida propose de les libérer tous les deux et dit que même son ami est là. En entendant cela, notre protagoniste se met en colère et exige qu'il libère Yuji. Le riche propose un marché et demande s'il se rendrait s'il laissait partir son ami. Sur ce, notre héros propose un échange et dit qu'il a Azuma et Amano avec lui.
Mais Yoshida s'en moque complètement et dit que leur vie ne valent rien pour lui. Notre protagoniste reste silencieux, ne sachant pas quoi faire pour sauver son ami. Alors, il révèle qu'il a une copie du rapport et peut prouver sa culpabilité. À l'autre bout, Yoshida en doute et dit que s'il avait le rapport, il l'aurait déjà dénoncé. Avec un regard furieux, le riche demande ce que notre héros veut vraiment avec tout ça. Notre protagoniste hurle du fond du puits qu'il veut laver son nom et qu'il ne va pas disparaître. Avec cela, il pense vouloir achever le type, mais il n'a pas d'autre choix pour le moment. Yoshida propose une rencontre pour voir la copie et lui offre de l'argent pour disparaître. Du fond du puits, notre héros écoute la proposition, tandis que la femme l'observe en silence. Alors, il accepte la rencontre et demande au riche de lui envoyer l'emplacement demain. Immédiatement après, il raccroche le téléphone, mettant fin à l'appel avec son grand ennemi. Face à cela, les deux prisonniers paniquent et crient que c'est un piège. Notre protagoniste répond calmement qu'il le sait, mais qu'il n'y a pas d'autre choix. À partir de là, il jette le téléphone portable par terre et avertit qu'il pourrait ne pas revenir vivant. La femme le retient et l'avertit qu'il sera éliminé puisqu'il n'a même pas la copie du rapport. Il la regarde et dit qu'il ne peut plus impliquer Yuji et que c'est sa dernière chance. La scène change et notre héros choisit de nouveaux vêtements avec l'aide d'une femme mystérieuse. Avec un nouveau look, il marche dans la rue tandis qu'un chef cherche son couteau. Avec cela, il entre dans un magasin et achète 2 bouteilles d'une boisson très forte. Peu après, la scène nous emmène dans un bâtiment abandonné et complètement détruit. À l'intérieur, notre protagoniste se prépare près d'un feu de camp avec ses nouvelles armes. Alors, il commence à s'enrouler les mains pour le grand combat à venir. Devant le feu, il s'agenouille comme s'il accomplissait une sorte de rituel. De là, le gars baisse la tête jusqu'à ce que son front touche le sol. Il s'incline dans un geste de profond respect et aussi d'adieu. Avec la ville en arrière-plan, il semble se préparer pour son combat final. Il demande à ses parents de lui donner de la force et jure de les venger en finissant Yoshida. Notre héros se lève et fait face à la ville alors que la neige commence à tomber. Peu après, les gardes de Yoshida sont choqués de voir qu'il est effectivement venu. Seul notre protagoniste marche vers l'armée de voyous. D'en haut, le riche observe tout avec un sourire victorieux sur le visage. Il ordonne à ses hommes de faire en sorte que l'intrus ne reparte pas vivant. Sans perdre de temps, un des voyous fonce pour l'attaquer par derrière de toutes ses forces. D'en haut, Yoshida regarde notre héros entouré de ses voyous armés. D'un cri furieux, le type l'appelle à descendre pour régler ça, mais le riche esquisse un petit sourire et l'invite à entrer dans le bâtiment pour parler. De là, les brutes se préparent pour attaquer à l'entrée du lieu. Tojo exige alors qu'il libère Yuji en premier, sinon il partira immédiatement. D'un geste, Yoshida donne l'ordre à ses hommes de se plier à la demande. Peu après, Yuji est jeté dehors et agressé par les voyous. Notre protagoniste court aider son ami et dit qu'il tient sa parole. Un des gardes se demande si le laisser partir ne leur ferait pas perdre leur avantage. Yoshida explique qu'avec Yuji blessé, notre héros ne pourrait pas s'échapper. Son ami est choqué de le voir en vie, et Tojo lui dit de laisser le reste entre ses mains. Mais Yuji refuse de faire le lâche et crie qu'ils sont là dedans ensemble. D'en haut, le riche s'agace du retard et leur dit de rentrer enfin. Son ami le retient et l'avertit que l'endroit est un piège rempli d'ennemis. Notre héros crie à Yoshida de lâcher son ami parce qu'il y va. Pourtant, son ami crie qu'il ne partira pas et qu'il va gérer ça. Notre héros fait ses adieux et dit à Yuji de bien vivre sa vie et de venir visiter sa tombe. Alors que son ami est traîné, il se prépare à ce qui va arriver. Sur ce, il se retourne et entre dans le bâtiment pour affronter son destin de front. À l'intérieur, Yoshida descend les escaliers avec un air de supériorité et de confiance. En entrant, notre protagoniste franchit les portes comme si rien ne pouvait l'arrêter. Ses yeux brillent rouges de pure rage, prêts pour la vengeance. Les voyous l'entourent et l'un d'eux se prépare à attaquer avec une batte. En voyant la scène, Yoshida demande s'il a apporté la copie du rapport. Notre protagoniste répond qu'il n'est pas idiot pour apporter quelque chose d'aussi important. Sur ce, le riche s'énerve et lui crie d'arrêter de jouer. À partir de là, les brutes se préparent à attaquer le gars tous en même temps, mais notre héros révèle 2 bouteilles et les invite à s'amuser un peu. Yoshida est confus et demande si c'est une sorte de cadeau. Les 2 bouteilles de spiritueux fort semblent être la nouvelle arme de notre héros. Mais soudain, un nouveau personnage s'approche du lieu d'un pas ferme. À la porte, le père de Yoshida apparaît avec une expression peu amicale sur le visage. Le riche est sous le choc et demande ce que son père fait là. D'un ton sérieux, l'homme dit qu'il est venu nettoyer le désordre de son fils. Sur ce, ses sbires amènent Yuji et Amano, ligotés,
à l'intérieur du bâtiment. Notre protagoniste est stupéfait de voir ses connaissances capturées. Le duo traître est bâillonné et ne peut prononcer un seul mot. Le père le gronde et lui dit de faire le travail correctement sans laisser de traces. Yoshida se demande s'ils doivent éliminer tout le monde, mais le père l'interrompt. Sur ce, le vieil homme le traite de naïf et lui demande s'il fait vraiment confiance à Amano. Il révèle ensuite qu'elle était celle qui a fuité le rapport aux parents de Tojo. Face à cette révélation, notre héros regarde la femme avec une expression surprise. Yoshida est furieux de cette trahison et lui donne une gifle violente. Plein de haine, il crie qu'il lui a donné beaucoup d'argent et qu'il a été trahi à la fin. Mais Amano reste impassible et crie que son cœur n'est pas pourri comme le sien. La femme hurle qu'elle ne pouvait plus supporter de voir les parents de Tojo souffrir et chercher des témoins. Furieux, Yoshida la frappe violemment du pied et crie qu'il va l'enterrer avec notre héros. À ce moment, le père du riche homme s'approche et demande s'il est Manabu Tojo. Notre protagoniste répond que ce gars lui a fait vivre tout ça et ne le reconnaît même pas. Le vieil homme esquisse un sourire moqueur et dit qu'il n'a pas besoin de connaître des insectes insignifiants. Immédiatement après, il va droit au but et demande où est la copie du rapport d'autopsie. Avec un petit sourire, notre héros répond qu'il n'obtiendra jamais cette information. Les deux se défient du regard dans un moment de pure tension avant que la confrontation finale ne commence. L'homme donne alors le signal à ses voyous de se préparer à l'attaque imminente. Il se vante même d'avoir des forces très puissantes derrière tout cela. À cause de cela, il avertit que, peu importe où se trouve le rapport, car tout se termine ici, avant de partir, il se retourne avec un sourire malveillant et dit qu'il a quelque chose à lui dire. Le vieil homme désigne deux voyous et révèle que ce sont eux qui ont tué ses parents. En entendant cela, l'expression de Tojo change complètement pour une haine pure. Avec cela, il serre le poing de toutes ses forces, prêt à finir tout le monde ici. Plein de haine, notre protagoniste crie le nom de Manjiro Yoshida de toutes ses forces. Il crie que même un insecte acculé se défend et jette la bouteille qu'il tenait. La bouteille se brise au sol, répandant le liquide partout. À cause de ça, un des hommes glisse sur le liquide et perd complètement l'équilibre. Le brute tombe lourdement au sol au milieu de la flaque. En essayant de se relever, il réalise que son visage est couvert de liquide. Profitant de l'occasion, notre héros fonce et assène un coup solide au premier homme. Le riche et son père réalisent que c'est de l'huile et le traitent de lâche. Sans pitié, il utilise son couteau pour achever la première cible de sa vengeance. Immédiatement après, il lui assène un coup brutal pour s'assurer qu'il ne se relève plus. Yoshida s'énerve et ordonne à tous ses hommes d'attaquer le type en même temps, mais les voyous glissent sur l'huile et tombent un par un, incapables de se battre. À ce moment, notre protagoniste court vers une grande peinture murale. De là, il utilise le mur comme appui pour prendre de l'élan et attaquer de nouveau. Dans les airs, il assène un puissant coup de pied tournant à un autre voyou, l'envoyant voler. Notre protagoniste atterrit au sol avec le couteau à la main, prêt pour la prochaine action. Yoshida hurle furieusement, traitant le gars de frimeur, et ordonne à ses hommes de l'achever. Sur ce, deux autres voyous courent vers notre héros pour l'attaquer. Mais notre protagoniste s'y attendait et se prépare à une nouvelle surprise. De là, il lance une poudre mystérieuse qui aveugle tous les ennemis autour. Avec son couteau en main, il se prépare à frapper dans la confusion de la poussière. Au milieu de la fumée, il observe les voyous, complètement perdus et désorientés. D'un mouvement rapide, il avance et frappe l'un des brutes avec sa lame. Couvert de liquide rouge, il se retourne, prêt pour le prochain adversaire. Un des gardes essaie de nettoyer ses yeux, mais la poudre l'empêche de voir clairement. À cause de cela, il devient une cible facile et reçoit un coup fatal dans le dos. Peu après, les autres voyous se préparent à attaquer tous en même temps. Le combat continue intensément, notre héros affrontant plusieurs adversaires à la fois. Yoshida s'énerve en voyant ses hommes se faire battre et ne sait pas quoi faire. Face à cela, son père le calme et lui dit d'aller vite chercher la boisson. Le riche comprend le plan et dit que l'eau n'enlève pas la chaux, mais l'alcool oui. Soudain, Amano se libère et attrape la jambe de Yoshida pour intervenir. Le riche homme lui crie de lâcher prise, tandis que la femme s'accroche de toutes ses forces. À bout de patience, il lui donne un coup de pied violent et la jette de côté pour s'en débarrasser. Même au sol, elle pense que c'est le minimum qu'elle puisse faire pour aider. Les voyous restants se préparent pour l'attaque finale contre notre héros. Pendant ce temps, il continue de se battre et abat encore quelques ennemis dans la fumée. Les hommes de Yoshida utilisent l'alcool pour nettoyer la poudre sur leur visage. Le père du riche homme les calme et leur dit de faire attention à l'huile sur le sol. Sur ce, les voyous se dispersent pour encercler l'homme de tous les côtés. Un des brutes saute par-dessus les escaliers pour attaquer notre héros, mais il se défend et attrape la lame de l'ennemi avec ses mains enveloppées.
Avec un sourire malveillant, le père de Yoshida crie de les attaquer maintenant. Alors, les autres voyous avancent pour attaquer en même temps. Mais Yuji apparaît de nulle part et frappe un dégât d'un coup brutal. Avec ça, Yuji continue à charger le voyou, portant un coup direct, mais une autre brute prépare une attaque par derrière sur Yuji avec un couteau. Alors, notre protagoniste agit vite et arrête le coup en retenant l'ennemi. D'un mouvement brutal, il finit le gars, sauvant la vie de son ami. Yoshida s'énerve et regrette de ne pas avoir fini Yuji avant tout ça. Peu après, notre héros bloque l'attaque d'un autre voyou avec son bras. Même blessé, il ne s'arrête pas et continue à combattre les ennemis restants. Il fonce sur le chauve et évite les coups avec une grande agilité. Pendant ce temps, Yoshida menace Yuji, qui le défie sans montrer la moindre peur. Notre protagoniste se concentre et prépare une nouvelle stratégie d'attaque. À partir de là, il jette sa veste au sol pour distraire tous les voyous. Les brutes s'approchent de lui, prêtes pour l'attaque finale et décisive. Avec un sourire, il allume un briquet et demande s'ils veulent un peu de feu. Les voyous sont confus, tandis que la petite flamme s'allume. À cause de l'huile sur le sol, ils sont tous enveloppés dans un grand incendie. Profitant de la confusion, Yuji assène un coup de pied puissant au visage de Yoshida. Notre protagoniste saisit la chance et fonce sur le riche avec tout ce qu'il a. D'un coup brutal, il frappe l'ennemi avec une batte en plein milieu de la tête. Au sol, Yoshida n'arrive pas à croire que tout se soit terminé ainsi. Avec son pied sur son visage, notre protagoniste écrase fort pour l'humilier. Il se prépare alors pour le coup final et demande s'il a des dernières paroles. Mais le père du riche utilise Amano comme otage et menace de la finir. Avec un couteau sur le cou de la femme, il tente d'empêcher notre héros de s'approcher. Désespéré, Yoshida supplie pour sa vie et dit qu'il avait tout faux. Il promet même de blanchir le nom de Tojo et de payer ce qu'il faut pour vivre. Le vieil homme propose un marché, mais avertit qu'il ne fera preuve d'aucune pitié si quelque chose arrive. Notre héros répond qu'il n'a pas peur d'en découdre et qu'il se moque de la menace. Face à cela, Yoshida lui dit de finir le travail et de prendre la responsabilité à sa place. Mais notre protagoniste le surprend et exige qu'il remette tout son argent. Le riche acquiesce et dit qu'il a même des lingots d'or cachés à remettre. Yoshida monte les escaliers et son père pense qu'il va chercher une arme dans le coffre-fort. Le vieil homme dit à notre héros de prendre l'argent et de partir vite d'ici. Mais notre héros échange un regard avec Amano et il semble qu'ils ont un plan. Sur ce, la femme assène un puissant coup de coude directement dans le ventre du vieil homme. De là, notre protagoniste saisit l'occasion et attrape le couteau tombé. Sans perdre de temps, il saisit les cheveux de l'homme pour en finir. Et d'un coup précis, il achève le vieil homme qui a orchestré tout ce chaos. Le vieil homme tombe sans vie sur le sol tandis qu'un flot de liquide rouge se répand sur le carrelage. À la fin du combat, l'expression d'Amano se remplit d'un mélange de soulagement et de tristesse. Témoin de la scène, notre protagoniste s'approche pour aider Amano à se relever et la détacher. Mais elle le prévient désespérément qu'il y a des armes à feu cachées dans la maison. À ce moment-là, Yoshida apparaît avec un pistolet et hurle qu'il va tous les achever. L'homme riche descend les escaliers avec un sac et crie qu'il a apporté l'argent qu'il avait promis. Mais lorsqu'il arrive au rez-de-chaussée, il voit les corps de son père et de ses hommes de main. Désespéré, il crie que Tojo a rompu le marché et jure qu'il va l'écraser. Désespéré, Yuji appelle Yoshida, attirant son attention de l'autre côté de la pièce. Sur ce, il commence à tirer avec le pistolet pour créer une grande distraction. Au sol, nous voyons 2 voyous attachés et un téléphone portable diffusant la même voix qu'avant. Il s'avère que tout cela n'était qu'un enregistrement audio pour tromper le riche et ses hommes. À cause de cela, notre protagoniste saisit l'occasion et pointe son arme sur Yoshida. Sans hésiter une seconde, il tire et beaucoup de liquide rouge éclabousse partout. Immédiatement après, il avance et assène un coup de poing solide en plein milieu du visage du riche. Notre héros le jette au sol pour en finir avec le combat une bonne fois pour toutes. Se tenant le visage, il hurle, demandant pourquoi le salaud a éliminé son vieux. Avec un sourire dément, il dit qu'il va anéantir toute la famille pour retrouver ses parents. À partir de là, notre protagoniste achève le riche en plusieurs coups sans aucune pitié. Témoin de la scène, Yuji et Amano regardent le corps ennemi gisant sans vie sur le sol. La lame, couverte d'un liquide rouge, tombe au sol, mettant fin à la longue bataille. Les larmes aux yeux, notre héros crie qu'il a enfin réussi à venger ses parents. En arrière-plan, son ami et la femme le regardent en silence avec une expression très sérieuse. La scène change, et maintenant Yuji aide Amano à marcher, tous deux étant gravement blessés. Notre protagoniste leur demande de partir d'abord, car il a encore quelque chose à faire. Peu après, il trouve un coffre-fort rempli d'argent et de lingots d'or. Mais au milieu de tout cet argent liquide, il trouve une enveloppe mystérieuse. Alors, l'homme prend le papier,
avec un air surpris sur le visage. Dehors, Yuji et la femme s'éloignent du manoir, tandis que la neige tombe. Les deux connaissances marchent avec des expressions d'inquiétude et de peur. De là, notre héros quitte la maison en portant un grand sac rempli d'argent. Il remet l'argent liquide et leur dit de se cacher et de ne contacter personne d'autre. Amano dit qu'elle ne le mérite pas parce qu'elle a fini par trahir sa confiance. Avec un regard calme, il dit qu'elle a aussi été menacée et qu'il pardonne tout. Yuji demande alors si notre protagoniste ne va pas s'enfuir avec eux. Avec un regard déterminé, notre héros répond qu'il ne peut plus fuir quoi que ce soit. Son ami le soutient et lui dit qu'il restera avec lui-même s'il est condamné. Notre héros dit qu'il a un plan et que même s'il échoue, il ne les impliquera pas. Amano devient désespéré et lui crie de ne pas faire ça, quoi qu'il arrive. Notre protagoniste demande une seule nuit pour tout régler et promet qu'il reviendra vivant. La femme essaie de revenir, mais Yuji la retient, disant qu'il ne peut pas le laisser seul. Son ami l'arrête et dit qu'elle ne ferait que gêner et qu'il devrait lui faire confiance. Seul, notre héros regarde les deux s'éloigner sous la neige tombante dehors. La scène change pour montrer un homme en costume debout devant quelqu'un allongé par terre. Loin, Yuji et Amano se cachent sous un pont dans l'obscurité de la nuit. Le gars demande alors ce qu'il y avait exactement dans cette mystérieuse enveloppe. La femme explique qu'il s'agit de documents prouvant la corruption des figures puissantes de la ville. Yuji est confus quant à la raison pour laquelle quelque chose d'aussi important se trouverait dans cette maison. Elle révèle que Yoshida était le chef adjoint de la police et que ce n'était pas difficile pour lui. Grâce à cela, il avait accès à tous les secrets sales des gros bonnets de la ville. Pendant qu'il parle, la femme profite de l'occasion pour soigner les blessures de l'homme. Amano dit que, parce qu'il avait les preuves, les puissants le protégeaient et le laissaient faire ce qu'il voulait. Yuji se met en colère et dit que s'il y va seul, il sera éliminé et décide d'aller le chercher. Amano le retient et le calme, disant que le plan de Tojo pourrait fonctionner, mais Yuji ne comprend pas. Elle explique que Yoshida posait également un problème pour les puissants qui souhaitaient sa disparition. Par conséquent, la seule chance de survie de notre protagoniste est de s'allier à eux. La scène passe à une photo compromettante montrant un homme avec deux femmes au lit. Pendant ce temps, notre héros apparaît en costume, le visage sérieux et déterminé. Portant un sac, il monte un long escalier en direction d'un manoir. À chaque marche, il se rapproche de sa destination finale sans montrer aucune peur. Au sommet de l'escalier, des agents de sécurité l'attendaient déjà à l'entrée, les gardes le bloquent, et notre protagoniste déclare vouloir voir M. Goda. L'un des brutes l'informe que le patron se repose et lui ordonne de partir. Mais notre héros reste impassible et affirme que l'affaire doit être réglée aujourd'hui. Le gardien s'agace et fait craquer ses jointures, demandant si le gars veut descendre. Sans se laisser intimider, notre protagoniste commence à dézipper le sac qu'il portait. De l'intérieur, il sort la tête de Yoshida et la jette par terre pour choquer tout le monde. Les agents de sécurité sont terrifiés et demandent ce qu'il compte faire. Avec un regard froid, il dit au gardien de les informer que Yoshida Manjiro appartient au passé. Face à cela, le gardien est complètement paniqué et lui demande de rester là. 2 minutes passent et une voix venant de l'intérieur du manoir dit de le laisser entrer. Ainsi, notre protagoniste est conduit dans une cour remplie d'autres voyous. L'un des hommes ouvre alors une porte en bois luxueuse pour le laisser passer. À l'intérieur, un homme chauve et tatoué boit du thé pendant qu'une femme le sert à table. Le patron prend sa tasse avec une expression calme et se prépare à boire. Il prend une gorgée et demande directement si le type est le Tojo dont tout le monde parle. Notre héros est surpris par la question et veut savoir comment il connaît son nom. L'homme chauve dit que Yoshida a envoyé ses hommes pour s'occuper de lui, et c'est ainsi qu'il a fait le lien. Face à cela, le patron s'agace et demande pourquoi il a éliminé ses hommes et vient maintenant demander de l'aide. Notre protagoniste reste immobile, entouré de brutes, sans montrer la moindre réaction. Il défie l'homme chauve et dit que s'il tenait vraiment à lui, il devrait l'achever tout de suite. Le patron le trouve intéressant et courageux et demande une bonne raison de le garder en vie. À partir de là, notre héros montre l'enveloppe et demande si cela suffit comme raison. La femme prend l'enveloppe de la main de notre héros avec un léger sourire en coin. Avec cela, elle s'approche et remet le papier au patron, qui observe tout. L'homme chauve ouvre l'enveloppe et trouve à l'intérieur une photo très compromettante. Face à cela, il esquisse un petit sourire et demande si le gars pense pouvoir le menacer. Notre protagoniste dit qu'il a des preuves pires, et le patron le menace en retour. Avec un regard froid, notre héros demande s'il sait combien de personnes il a éliminées aujourd'hui. Le patron pense que c'est une menace et dit que le gars n'est pas à son niveau. Notre protagoniste répond que ce n'est pas une menace car il n'a plus rien à perdre. Il avertit également que s'il ne revient pas avant minuit, les preuves seront remises à la police. L'homme chauve s'en moque et demande ce qu'il a à voir avec toute cette situation.
Notre héros explique qu'il sera le principal suspect dans tout ce qui s'est passé là-bas. À cause de cela, l'expression du patron change et il devient visiblement tendu à cette idée. L'homme chauve comprend que le gars n'est pas venu demander de l'aide, mais pour l'éliminer avec lui. Notre protagoniste propose un marché pour qu'il utilise les preuves et gagne plus d'argent. Le patron rit et dit que le gars est un gamin amusant, tout comme lui. À partir de là, le patron offre un verre à notre héros en signe de leur accord. Sans réfléchir, le gars boit cul sec le verre d'un seul trait. Avec ça, il rend le verre à la femme, qui sert leur table. Godard dit alors qu'il va nettoyer le désordre, mais à condition que Tojo travaille pour lui. Notre protagoniste esquisse un léger sourire, acceptant la proposition du patron. Il s'incline donc et jure de consacrer sa vie au nouveau patron. Avec l'accord scellé, Godard appelle son homme de main Mudo pour donner les nouvelles ordres. L'homme aux cheveux longs reçoit le message et quitte la pièce calmement. Peu après, le patron se lève et prend sa canne pour partir. Il dit aussi à la femme de bien traiter le gars et de le laisser passer la nuit au manoir. Mais notre protagoniste lui rappelle la menace d'envoyer tout à la police à minuit. L'homme chauve affiche un léger sourire car il connaissait déjà tout le plan du gars. Sur ce, il révèle qu'il savait dès le début que la menace n'était qu'un bluff. Notre héros sourit et s'excuse d'avoir été découvert si facilement. La scène change et il est maintenant conduit dans une chambre d'amis pour se reposer. Dans la chambre, la femme commence à se préparer pour la nuit avec un regard très séduisant. Avec cela, elle se prépare à essayer de séduire le nouvel invité du manoir. La femme dit que Godard lui a dit de bien le traiter et l'appelle. Mais notre protagoniste s'approche et semble indifférent à la scène. Face à cela, la femme se rhabille, ne comprenant pas la réaction du garçon. Il s'excuse et dit qu'il est très fatigué et lui demande de le laisser seul. À cause de cela, la femme reste avec une expression intriguée par son attitude. Seul, notre héros profite de l'occasion pour se détendre dans un bain chaud. Dans une autre pièce, le patron attend pendant que la femme s'approche pour lui faire son rapport. Elle dit à Godard que, comme il s'y attendait, le gars l'a à peine regardé. Fumant un cigare, l'homme chauve dit qu'il n'est pas normal, car peu de gens peuvent contrôler leurs désirs. La femme demande alors si elle doit continuer à surveiller notre protagoniste. Godard dit qu'il est utile, mais que s'il le trahit, ce sera fatal, et ils doivent trouver son point faible. Avec un regard sérieux, il se demande s'il peut vraiment lui faire confiance en faisant de lui un pion. Ainsi, la femme comprend le message et accepte le plan de son patron. Allongé dans son lit, notre protagoniste se repose enfin. La scène change pour montrer l'extérieur du manoir, indiquant qu'un nouveau jour a commencé. Soudain, les yeux de notre héros s'ouvrent avec un regard d'alerte totale. Alors, il se redresse dans son lit, surpris comme s'il avait fait un cauchemar. La femme de la nuit précédente était déjà là et lui nettoie le visage, lui souhaitant une bonne matinée. Il la remercie pour tout et dit qu'il doit partir, mais la femme lui tient le bras. Avec cela, elle prend une télécommande et lui demande de regarder quelque chose d'important à la télévision. Les informations rapportent un incendie dans la maison de Yoshida qui a fait 3 morts. Notre protagoniste est impressionné par la rapidité de Godard et demande ce qu'il en est des 8 autres. La femme explique que les gardes étaient des criminels et que personne ne les regrettera. À partir de là, elle s'approche et dit qu'ils devraient profiter du moment ensemble. Mais notre héros change de sujet et, avec un regard sérieux, demande comment elle s'appelle. Avec un petit sourire, elle se présente comme Ayame Unokata et semble apprécier son attitude. Il s'excuse auprès d'Ayame et dit qu'il doit d'abord s'occuper de quelques affaires. Face à cela, notre protagoniste s'éloigne, laissant la femme avec un visage pas très réjoui. De retour sur le pont, notre protagoniste s'approche de Yuji et Amano qui l'attendaient. En le voyant, la femme est surprise et soulagée, tandis que son ami se réveille. Sans hésiter, elle court et le serre fort dans ses bras, heureuse qu'il soit sain et sauf. Amano dit qu'elle savait qu'il reviendrait vivant de ce grand chaos. D'un air calme, il leur dit qu'à partir de maintenant, ils ne sont plus pourchassés. À cause de cela, la femme s'émeut et commence à pleurer en serrant le jeune homme dans ses bras. Yuji pleure aussi de joie et demande pourquoi elle pleure à cause de bonnes nouvelles. La scène change pour un vieux bâtiment où le trio semble vivre maintenant. À l'intérieur, une table pleine de nourriture montre qu'ils célèbrent le moment. Yuji est impressionné et dit qu'il ne savait pas que la femme avait un talent pour la cuisine. Amano lui dit de ne pas la sous-estimer car elle vit seule depuis qu'elle a 8 ans. À partir de là, le trio porte un toast avec leur verre pour célébrer la nouvelle vie qu'ils vont avoir. Donc, ils s'assoient à la table pour profiter du repas ensemble et en paix. Après un moment, Amano demande à Tojo quels sont ses projets pour l'avenir. Notre protagoniste révèle qu'avec l'argent,
Ils peuvent ouvrir une petite entreprise. Yuji s'excite et demande s'ils vont devenir président maintenant. Amano dit qu'elle aidera quoi qu'il décide de faire. Yuji demande alors à la femme si elle retourne travailler au nightclub. Elle explique que son frère est malade et que grâce à Tojo, elle peut recommencer. Sur ce, ils portent un autre toast pour célébrer le nouveau départ de chacun. Un peu plus tard, Yuji est déjà évanoui sur le canapé après toute la fête. Notre protagoniste est aussi allongé mais n'arrive pas à bien dormir. Soudain, il devient vigilant en sentant une présence dans la pièce. Amano apparaît et dit qu'elle n'a nulle part où aller et demande si elle peut rester là. Notre héros dit qu'il n'y a qu'un lit et un canapé et qu'il dormira par terre. Mais la femme l'arrête et touche son épaule pour attirer son attention. Elle lui dit que ses blessures ne sont pas encore guéries et l'invite à dormir dans le lit. À partir de là, les deux s'allongent ensemble mais gardent une certaine distance. Pendant ce temps, Yuji continue de ronfler bruyamment sur le canapé, complètement inconscient de tout. Soudain, Amano se retourne et révèle qu'elle s'intéresse à lui depuis l'école. Le lendemain matin, notre protagoniste dort paisiblement à côté d'Amano. Dans la rue, Yuji demande si Amano va vraiment vivre avec eux pendant que quelqu'un les observe. Notre héros confirme et dit qu'elle n'a nulle part où aller et qu'ils ont besoin d'un lit. Sur ce, Yuji est heureux et dit que l'argent qu'ils ont obtenu sera suffisant pour qu'ils vivent bien pendant longtemps. Mais soudain, un groupe de brutes apparaît et Yuji est confus par la situation. Le chef des gars les fixe et demande à ses hommes si c'est vraiment eux. Son ami lui demande alors s'il connaît ces gars, avec un air inquiet. Effrayé, Yuji le tire en disant qu'il vaut mieux ne pas s'impliquer avec ces gens. Le blond le provoque et dit qu'il a été indulgent avec lui la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Notre protagoniste demande alors si c'était eux qui avaient blessé son ami cette fois-là. Désespéré, son partenaire crie qu'il n'a rien fait et lui demande de ne pas déclencher une bagarre. Le gars s'approche et menace Yuji, disant qu'il le finira s'il le revoit. Face à cela, les brutes regardent les deux avec un regard de pur mépris et colère. À bout de patience, le gars demande à notre héros s'il a un problème et lui donne une gifle au visage. Mais notre protagoniste ne réfléchit pas à deux fois et riposte avec un coup de poing brutal au visage. À cause de cela, le brute s'envole sous la force du coup et tombe lourdement. Au sol, le gars crache beaucoup de liquide rouge sans croire ce qui vient de se passer. Ses complices accourent pour l'aider, tandis que le blond maudit notre héros avec haine. Face à cela, notre protagoniste ouvre sa chemise et montre son corps couvert de cicatrices. Les deux brutes sont visiblement effrayés par son apparence intimidante. Même après avoir pris un coup, le blond hurle à ses hommes de ne pas rester là, à ne rien faire et d'attaquer. Avec ça, le duo de brutes fonce sur notre héros avec tout ce qu'ils ont. Notre protagoniste esquisse juste un petit sourire car il s'y attendait. Les deux voyous essaient de le frapper en même temps, mais il est prêt. Alors, il esquive le premier coup, avec une vitesse impressionnante. Immédiatement après, il contre-attaque avec un coup brutal qui abat l'ennemi instantanément. Avec un regard de pure fureur, il montre qu'il ne plaisante avec personne. L'autre voyou tente de porter un coup de poing, mais notre héros est bien plus rapide que lui. Grâce à cela, il attrape facilement le poing du gars, arrêtant le coup en plein vol. De là, il utilise la force de l'ennemi pour le projeter violemment au sol. Le blond est complètement choqué par la force de notre protagoniste. Effrayé, il leur demande d'arrêter et dit que tout est de leur faute. Mais notre héros ne veut pas parler et le saisit avec un regard furieux. Il se prépare à asséner un autre coup solide au visage de l'idiot. En voyant cela, Yuji le retient et lui demande d'arrêter parce que leur vie vient de s'améliorer. Notre protagoniste le laisse partir en avertissant qu'il passera l'éponge cette fois, mais pas la prochaine. Le gang se relève tandis que notre héros tourne le dos et ne fera pas de cadeau. Les gars le menacent, disant qu'ils connaissent son adresse et que leur chef va les écraser. Yuji explique que leur chef est Kuro-san, l'homme le plus dangereux de cette région. Notre protagoniste pose alors la main sur l'épaule de son ami, avec un plan en tête. Avec un sourire, il dit qu'il devrait combattre Kuro-san et prendre le territoire pour eux. Yuji est sous le choc et pense que son ami est devenu une personne complètement différente. Il s'inquiète aussi parce que le gang amènera beaucoup de monde au combat. Donc Yuji se souvient de deux gars qu'il a aidés et dit qu'il va les appeler. La scène nous emmène ensuite dans une zone industrielle, préparant le prochain affrontement. Arrivés sur place, les deux amis de Yuji les attendaient déjà. Notre protagoniste ne semble pas très impressionné et pense qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais son ami lui assure qu'ils sont dignes de confiance, même s'ils ne semblent pas forts. Le gars avec la cigarette va droit au but et demande qui est l'adversaire cette fois. Fâché, Yuji révèle que l'ennemi est redoutable Kuro-san de cette zone. Le duo est choqué d'entendre ce nom et demande si c'est vraiment ce Kuroki. Tojo explique la situation et prévient que s'ils ont peur, ils peuvent partir. Mais le fumeur s'excite et crie qu'il veut mettre ce type au tapis depuis longtemps.
Le grand gars s'emballe aussi et dit qu'il attendait ces mots. Notre protagoniste pense qu'ils ont plus de courage qu'il ne l'imaginait. Il avertit que le courage seul ne suffira pas à battre toute une bande. Alors il pointe sa tête et dit qu'ils doivent utiliser le lieu à leur avantage. La scène change et une camionnette blanche arrive à toute vitesse à l'endroit convenu. Plusieurs voyous armés de battes de baseball sortent du véhicule. Peu de temps après, le chef Kuro-san descend et demande si c'est le bon endroit. Le blond confirme et dit qu'il les a observés toute la journée et qu'ils étaient toujours là. Kuro-san demande ensuite combien d'ennemis ils devront affronter lors du combat. Le brute répond qu'il y a 5 personnes et que le chef semble être un maniaque. Avec un sourire confiant, le patron dit qu'il ne perd face à personne dans ce domaine. Pendant ce temps, à l'intérieur, notre protagoniste observe l'arrivée de la bande. Notre héros et ses nouveaux compagnons se préparent pour le grand affrontement. Le fumeur est déjà en position au sommet d'une étagère pour l'embuscade. D'un coup de pied, la porte est défoncée et les brutes envahissent les lieux. La bande est accueillie par le groupe qui les attend dans un silence complet. Kuro-san demande alors si c'est notre protagoniste qui a frappé son homme. Avec un regard froid et sérieux, notre héros confirme l'accusation sans hésitation. Le patron éclate d'un rire moqueur et crie à ses hommes de les attaquer. Avec un regard de pure rage, il ordonne à tous ses sbires d'attaquer en même temps. Alors, les brutes avancent, battes de baseball en main, mais du haut de l'étagère, le fumeur lance une poudre blanche qui les aveugle tous. À cause de cela, les sbires sont complètement désorientés avec la poudre dans les yeux. Kuro-san hurle furieusement et ordonne à ses hommes de descendre le gars sur l'étagère. Alors, l'une des brutes essaie de grimper pour attraper le fumeur, mais il reçoit un coup de pied puissant en plein visage et s'envole. Avec un sourire, le fumeur tire une corde pour activer le piège suivant. De là, un seau plein d'eau se renverse depuis le haut de la pièce. Face à cela, l'eau imbibe la poudre, aggravant encore plus la situation de l'ennemi. Le chef s'énerve et maudit le groupe, qualifiant leur ruse de lâche. Profitant de la confusion, notre protagoniste avance et attrape le blond par le bras. D'un mouvement rapide, il l'immobilise et le gars crie de désespoir et de douleur. Même en se faisant battre, le blond se plaint et dit que leurs méthodes sont sales. Notre héros répond que c'est simplement une dent pour une dent, un œil pour un œil. Sans perdre de temps, il achève le gars d'un coup de pied qu'il envoie voler. À partir de là, tous les sbires sont vaincus et restent étendus sur le sol. Kuro-san est furieux et traite notre protagoniste de lâche, prêt à se battre. Notre protagoniste ouvre sa chemise et défie tous les ennemis à la fois. Kuro-san accepte le défi et dit qu'il va se battre en 1 contre 1. Alors, le boss enlève aussi sa chemise, montrant son corps entièrement tatoué. À partir de là, les deux se précipitent l'un vers l'autre pour le combat final. Kuro-san porte un coup de poing solide, mais notre héros parvient à se défendre. Dans la contre-attaque, il donne un coup de pied puissant qui envoie le boss au sol. Au sol, l'ennemi essaie de se relever et d'attraper le protagoniste par la main. Mais notre héros est plus fort et parvient à saisir fermement le poing du boss. Avec un regard de pure rage, il commence à serrer le bras de plus en plus fort. À partir de là, il l'immobilise par derrière et le boss reste sans défense. Voyant la scène, ses amis s'inquiètent, mais il leur dit de ne pas intervenir. Amano comprend que, pour prendre le contrôle de la zone, il doit gagner de ses propres mains. Avec un regard fou, Kuro-san crie qu'il va tous les envoyer en enfer. Notre protagoniste serre les dents et lutte pour ne pas lâcher son adversaire. Sous le regard de ses amis, il se rappelle qu'il doit gagner ce combat. Yuji et Amano sont inquiets et demandent s'il n'a vraiment pas besoin de renfort. Kuro-san ricane et dit qu'un faible comme lui ne pourrait jamais le battre. Mais notre protagoniste utilise sa jambe pour se caler et gagner en force. À partir de là, il parvient à se libérer et les deux sont projetés en arrière par l'élan. Sans perdre de temps, il se retourne et assène un coup de poing solide au chef. Kuro-san est énervé par le coup et se prépare à une contre-attaque. Il le saisit et demande si c'est toute la force que notre protagoniste a. Avec une aura de rage, notre héros porte un puissant coup de tête à l'ennemi. À cause de cela, beaucoup de liquide rouge gicle de l'impact violent. Kuro-san le défie et dit de voir lequel d'eux cédera le premier dans le combat. Le boss essaie de porter un coup de poing, mais notre héros est plus rapide et le frappe. Le visage tout meurtri, il se prépare pour le coup final du combat. Avec un brutal coup de tête, il parvient enfin à abattre le chef de la bande. D'un dernier effort, il termine le combat et son ennemi est hors d'état de combattre. Les autres voyous sont choqués et se demandent si le boss s'est évanoui.
Notre protagoniste tient le boss vaincu avec une expression victorieuse. De là, il le laisse partir et le gars tombe à genoux au sol, complètement épuisé. Ses nouveaux compagnons restent bouche bée et le qualifient d'incroyablement fort. Malgré la défaite, Kuro-san ordonne à ses hommes d'attaquer tous en même temps. Mais le grand gars se place devant et dit qu'il ne le laissera pas passer. Face à cela, Yuji et Amano crient que le combat est déjà terminé et qu'il a perdu. Au sol, le boss n'accepte pas la défaite et regarde notre héros avec haine. Notre protagoniste dit qu'ils ont réglé leur compte et que le combat est fini. Mais il ajoute qu'il n'a pas encore vengé ce qu'ils ont fait à Yuji. D'un coup de pied, il l'envoie voler contre une étagère pleine de livres. L'impact est si fort que le patron casse le bois avec son corps. Avec le visage tout enflé, Kuro-san hurle de pure rage et frustration. Le blond le retient et dit que ça suffit parce qu'il a appelé son cousin de la police. Notre héros s'arrête alors et dit qu'il attendra calmement l'arrivée de la police. Yuji panique et dit que les rumeurs étaient vraies et qu'ils doivent fuir. Notre protagoniste relève sa chemise et se prépare à ce qui va arriver. Il calme ses amis et dit que personne ne sera arrêté et qu'ils doivent attendre. Le fumeur allume une cigarette et dit qu'il pense qu'il pourrait être dans la merde. Mais Yuji le rassure et dit que tout va bien car il fait confiance à son ami. Soudain, un groupe d'officiers de police arrive sur les lieux à grands pas. L'officier demande ce qui se passe et le blond court pour dénoncer. Il désigne le groupe et dit qu'ils ont tout commencé et qu'ils n'ont pas peur de la police. L'officier fait face à notre héros et dit qu'il a du cran pour avoir frappé son cousin. Notre protagoniste comprend que Kuroki avait un parent policier pour le protéger. Avec un sourire malveillant, l'officier dit qu'il passera le reste de sa vie à réfléchir en prison. Même tout battu, notre héros se demande s'il a vraiment cette autorité. L'officier se vante et dit que, ici, c'est lui la loi et que personne ne le défie. Le blond demande à lui donner quelques coups de poing avant qu'il ne l'emmène en cellule. Avec un regard haineux, l'officier ordonne à ses hommes d'arrêter tout le monde. De là, les officiers avancent avec leur matraque vers le groupe. Mais notre protagoniste sort son téléphone portable et demande s'il peut passer un appel rapide. L'officier ricane et dit qu'il peut appeler qui il veut car personne là, basse, ne peut lui tenir tête. Avec un sourire, notre héros prévient qu'en 5 minutes, l'officier sera à genoux en train de supplier pardon. Kuro-san demande s'il ne sait pas à propos de la relation entre Odakar et le chef Tanaka, mais le gars répond non. L'officier révèle que Kuro-san est le neveu du chef et qu'au-dessus de lui se trouve Manjiro, un homme intouchable. Notre protagoniste pense avec un petit sourire qu'ils ne savent pas que Manjiro a déjà cassé sa pipe. Le policier le défie donc de passer l'appel pour voir qui se retrouvera à genoux à la fin. De là, il sort son téléphone portable et appelle une femme nommée Ayame Unakata. Avec cela, il répond au téléphone en disant « Bonjour », tandis que les autres l'observent attentivement. À l'autre bout du fil, Ayame répond qu'elle comprend pendant que Yuji et Amano la regardent. Peu après, notre héros raccroche, mettant fin à la courte conversation avec la femme. Il pense que c'est une bonne occasion de voir si son nouveau patron, Gota, est vraiment digne de confiance. La scène change pour une porte en bois où quelqu'un frappe pour demander la permission d'entrer. Ayame informe son patron que Manabutojo est en ligne, demandant son aide. Dos à la femme, le patron, Gota, écoute simplement le message avec une expression très sérieuse. Au début, le patron Gota refuse la demande et le traite de gamin ingrat. Alors, Ayame reçoit le message et se prépare à quitter la pièce. Mais elle le convainc en disant que notre héros est capable et qu'abandonner maintenant serait une mauvaise décision. Sur ce, le patron semble apprécier l'idée et écoute les conseils de la femme. Elle ajoute aussi que notre protagoniste est dans la paume de sa main et ne le trahira pas. À cause de cela, il accepte d'aider, mais avertit que le gars devra rembourser sa dette. De retour à la confrontation, l'officier ricane et demande où est l'aide qu'on lui avait promise. Notre héros se demande si Gota va le sauver ou veut juste l'utiliser jusqu'au bout. À bout de patience, l'officier corrompu ordonne à ses hommes d'arrêter tout le monde présent. Soudain, un homme énorme apparaît et empêche un des gardes de l'attraper. Le grand gars se tient devant notre héros et fait face aux officiers avec un regard sérieux. L'officier s'énerve et demande si le gars sait ce qui arrive à ceux qui attaquent la police. Kuro-san crie qu'ils doivent arrêter de résister car c'est déjà fini pour eux. L'ami fumeur de notre héros panique et pense que c'est la fin de tout. À ce moment, le téléphone de l'officier sonne et il répond avec un air surpris. À l'autre bout du fil, une voix crie à l'officier en l'appelant Odaka. Alors l'officier s'explique et dit qu'il arrêtait juste des criminels. Mais la voix à l'autre bout demande s'il parle de notre protagoniste. Effrayé,
L'officier bafouille et confirme que c'est bien lui, le soi-disant Tojo. Face à cela, notre héros pense que les choses deviennent très intéressantes. Alors, le garde reçoit le message et dit qu'il va le laisser passer tout de suite. Peu après, il raccroche avec un air de pure terreur sur le visage. Kuro-san est confus et dit à l'officier d'arrêter d'un coup tout le monde, mais l'officier se retourne, crie sur Kuro-san de se taire et le traite de tous les noms. Ensuite, il frappe le gars et lui crie dessus parce qu'il a touché notre héros. Les autres officiers offrent même une matraque à notre protagoniste. Le garde s'excuse et dit que c'était un malentendu, que ce sont les autres les coupables. Avec un regard froid, notre héros demande à l'officier s'il a oublié ce qu'il a dit. Il ordonne alors au garde de se mettre à genoux et de s'excuser comme il l'a promis auparavant. Sans hésiter, l'officier corrompu tombe à genoux sur le sol. À genoux, l'officier supplie pour sa vie et s'excuse pour tout ce qu'il a fait. La scène choque tous ceux qui regardent l'officier corrompu être humilié au sol. Le visage tout tuméfié, il continue de s'excuser sans arrêt. Notre protagoniste lui dit de prendre ses déchets et de partir d'ici pour ne jamais revenir. Avec un petit sourire de soulagement, le gardien accepte et obéit immédiatement à l'ordre. Ainsi, le gang part, et notre héros les regarde depuis la porte. Le fumeur est énervé et dit qu'avec un tel soutien, c'est lui le nouveau chef. Face à cela, le grand gars est aussi d'accord et dit qu'il le suivra désormais. Amano s'approche avec un sourire et le félicite, disant qu'il est toujours incroyable. Notre protagoniste leur dit d'arrêter, mais promet que s'il reste avec lui, ça en vaudra la peine. Ces nouveaux adeptes s'excitent et crient qu'avec lui aux commandes, ils réussiront. Avec un air pensif, notre héros suggère qu'il devrait lancer une entreprise légitime. À cause de cela, le groupe est confus par la proposition et le regarde avec doute. Il explique qu'avec Kuroki parti, le quartier est libre et ils vont reprendre ses boutiques. Le groupe est choqué et demande s'il est sérieux à propos de tout prendre. Avec un regard sérieux, notre protagoniste dit que si tu veux faire quelque chose, tu y vas à fond ou tu ne commences même pas. Alors, il demande à Amano de récupérer les preuves et de rendre visite à Gota pour lui. La femme esquisse un léger sourire en comprenant parfaitement le plan du garçon. Puis, il dit qu'il va conclure un marché avec le gros bonnet qui contrôle toute la ville. La scène coupe sur le manoir de Gota, qui semble déjà attendre une nouvelle importante. Peu après, Ayame entre et annonce qu'un cadeau de notre héros vient d'arriver. Dans la pièce, Amano s'approche du patron pour lui remettre le message en personne. Sur ce, elle tend une enveloppe en disant que Tojo lui a demandé de la livrer à Monsieur Gota. Le patron prend l'enveloppe et examine le document mystérieux à l'intérieur. La femme explique que le destinataire est un gros bonnet de la ville nommé Yoshimun Soga. Elle ajoute également que la preuve de corruption lui donnera un énorme avantage. Le patron affiche un léger sourire en coin car il a apprécié la nouvelle information qu'il a reçue. Amano continue de se tenir devant le patron avec une expression très sérieuse sur le visage, mais elle profite de l'occasion pour dire qu'elle a en fait une autre faveur à lui demander. Face à cela, le patron s'intéresse et dit à la femme de dire ce qu'elle veut. La femme révèle que leur prochaine cible est un gars nommé Shuai Yoshimura. Gota se demande si c'est le salaud que Manjiro protégeait et dit que ça ne vaut pas la peine de perdre son temps. À cela, Amano dit qu'ils ont juste besoin de couper ses liens avec la police. Le patron répond que c'est facile, mais demande ce qu'il y gagnera. La femme garantit alors qu'une fois le travail accompli, il recevra une belle récompense. À cause de cela, le vieil homme affiche un sourire malicieux et semble très intéressé. La scène revient 1 heure plus tôt, avec le groupe planifiant leur prochaine action. Un des gars explique que Kuroki n'était qu'un bras droit et que le patron a payé la police. Notre protagoniste conclut que pour atteindre le patron, ils doivent faire taire le flic. Le nouvel allié de notre héros affiche une expression très inquiète à propos du plan. Notre héros pense que si l'argent du flic est en danger, même Gota ne pourra pas le protéger. De retour au présent, le groupe marche vers un énorme bâtiment en ville. Le gars avertit qu'une attaque frontale est risquée car l'ennemi a beaucoup de gardes. Mais notre protagoniste le calme et dit qu'ils sont là pour négocier, pas pour se battre. Face à cela, le suivant s'excite et crie qu'il est avec le patron jusqu'à la fin. Ainsi, le groupe de 4 hommes avance à grands pas vers le lieu. Soudain, 2 énormes chiens de garde apparaissent, aboyant et grognant contre eux. Les chiens sont en position d'attaque, prêts à charger le groupe à tout moment. Notre protagoniste leur dit de ne pas avoir peur, car ce ne sont que de petits chiots. Face à cela, l'expression des chiens passe de la colère à une pure peur et soumission. L'aura de notre héros est si forte que son ombre se transforme en celle d'un tigre. Sur ce, les chiens reculent la queue entre les jambes, ne comprenant pas la situation. Peu après, une voix provenant de l'intérieur du manoir rappelle les chiens.
De là, un homme en robe apparaît et le reconnaît comme Manabu Tojo. Notre protagoniste le regarde avec un air sérieux, confirmant son identité. Le chef s'interroge sur la raison de sa présence après avoir blessé Kuroki. Notre héros répond que ce qui s'est passé avec Kuroki était personnel, mais qu'aujourd'hui, c'est une affaire professionnelle. Le brute rit et lui de ne pas le faire rire et de partir. Sur ce, ces deux acolytes se préparent à expulser le groupe de force, mais le grand gars du groupe agit vite et attrape l'un des agents de sécurité par derrière. En même temps, le type à la casquette saisit l'autre agent de sécurité par le col. La bagarre commence alors, et le groupe se prépare à finir les brutes. Sans perdre de temps, notre protagoniste assène un coup solide au visage de l'un d'eux. Peu après, il saisit l'autre brute par le cou avec un regard de pure haine. D'un coup brutal, il le jette violemment au sol pour mettre fin au combat. À cause de cela, le gardien de sécurité reste allongé dans une mare de liquide rouge sur le sol. Témoignant de la scène, un homme en costume apparaît et crie qu'ils l'ont bien cherché. Le patron le menace en disant qu'avec un seul appel, il peut tous les envoyer en prison. Mais notre protagoniste le défie et lui dit de passer l'appel car ils attendront. La brute est sous le choc et ne peut pas croire l'audace de notre héros. Alors, il sort son téléphone portable et appelle le chef Tanaka, demandant de l'aide. À l'autre bout du fil, l'officier demande s'il s'agit d'un gars nommé Manabu Tojo. Avec une expression grave, l'officier avertit qu'il ne peut en aucun cas le toucher. Le patron devient désespéré et crie qu'il lui a beaucoup payé pour l'abandonner maintenant. À partir de là, l'appel est terminé et la brute se retrouve sans sa protection. Avec le téléphone portable à la main, la brute reste sans voix après avoir été abandonnée. Face à cela, le patron se rend et les invite à entrer pour discuter de l'affaire. Notre protagoniste esquisse un petit sourire victorieux et demande s'ils peuvent entrer.